Alors, vous devez savoir en fait que les actions de société cotées, vous devez obligatoirement les détenir via un intermédiaire. Alors après, vous pouvez avoir deux types d'intermédiaires. Tout d'abord, votre intermédiaire bancaire, et vous pouvez mettre vos actions cotées sur deux supports, soit le PEA, le plan d'épargne en action, soit un compte titre ordinaire. Vous avez un autre choix qui peut être possible, qui est la détention de vos actions en nominatif pur. Donc dans ce cas-là, vos actions ne sont pas détenues à travers un compte dans un établissement bancaire, mais vous détenez directement l'action dans les livres de la société cotée, donc de l'émetteur. Un point d'attention aussi à avoir quand vous choisissez votre intermédiaire financier, faites attention tout d'abord aux frais. Les frais sont très variables d'un intermédiaire à l'autre. C'est un point de vigilance de l'AMF. Nous rappelons régulièrement aux épargnants de regarder les différents types de frais et chaque année nous étudions d'ailleurs les frais des différents intermédiaires. Donc ça c'est un point intéressant à regarder. Et puis, bon, il n'y a pas que les frais, et les frais peuvent être des fois plus importants parce que vous avez aussi un service qui peut être différent. Donc regardez aussi la qualité de service et la qualité de service par rapport à vos propres besoins. Donc une fois que vous avez choisi un intermédiaire et puis le type de compte ou le type de détention, pour souscrire à une introduction en bourse, il vous suffit de vous rapprocher dans ce cas-là de votre intermédiaire financier. Face à l'incertitude sur le prix de l'introduction en bourse dont vous a parlé Morgane, il faut que vous évaluez le montant de votre investissement puisque vous allez acheter un nombre de titres. Mais du coup, vous pouvez évaluer le montant, notamment le montant maximum, à partir de la borne haute de la fourchette et donc voir jusqu'à combien vous êtes prêt à vous engager, même si vous ne serez pas forcément servi en totalité. Au cas où vous le seriez, il faut que vous puissiez faire face à cet investissement. Il y a une règle aussi importante à avoir toujours en tête, c'est qu'il faut être vigilant sur la diversification de votre patrimoine global et financier. Il est toujours important déjà d'avoir une épargne de précaution pour faire face à tous les imprévus et ensuite de diversifier petit à petit et notamment de diversifier en actions. Et une fois que vous décidez d'investir en actions, il est important aussi que cet investissement en actions soit également diversifié. Mettez pas tout votre argent sur une seule société. Prenez des actions de différentes sociétés, notamment des sociétés de secteurs différents et de zones géographiques différentes qui n'évolueront pas en même temps. Comme ça, au cas où une action baisse, vos autres actions ne baisseront pas forcément et ça pourra compenser. Donc voilà les principes clés à avoir en tête avant de souscrire concrètement à une introduction en bourse. Donc en conclusion, à travers tout ce qu'on vous a présenté ici, donc quelques points clés à retenir. Donc vous avez vu que les introductions en bourse répondaient à des besoins variés de la société et donc ça peut répondre aussi à des besoins variés en tant qu'investisseur individuel. Et donc en tant qu'investisseur individuel, vous pouvez bien sûr participer à ces introductions en bourse. Par contre, ce qui est important, c'est qu'avant de vous lancer, il faut bien vous informer pour prendre votre décision d'investissement. Donc, je vous le rappelle, ce qui est important, c'est d'abord l'information de première main, l'information émise par la société et notamment le prospectus. Et lisez toujours à minima le résumé du prospectus. C'est valable d'ailleurs pour les introductions en bourse, mais aussi pour toute opération financière. Et comme on vous l'a dit, gardez vraiment à l'esprit que le visa de l'AMF, ce n'est pas une recommandation à investir. On ne vous dira jamais que telle ou telle société, il faut vraiment y aller. C'est à vous aussi de voir en fonction de vos objectifs d'investissement, de votre patrimoine, de vos besoins et de la société en question. Et pour ça, on vous a donné quelques clés pour analyser. Une fois que vous avez investi, ça n'est pas terminé. Il faut bien sûr que vous restiez informé tout au long de la vie. Donc à partir du moment où vous détenez une action, il faut que vous continuiez à vous renseigner sur l'entreprise cotée et que vous suiviez votre investissement. Donc pour cela, vous avez différents outils à votre disposition. Lisez régulièrement les communiqués de presse, les rapports annuels de l'entreprise. Et là aussi, comme au moment de l'introduction, il est important que vous lisiez avant tout l'information de la société. Les sociétés cotées, de plus en plus aussi, notamment grâce à Internet, mettent à disposition différentes informations pour leurs actionnaires individuels. Vous avez parfois même des rubriques dédiées.
Donc vous pouvez suivre la vie de la société à travers cette rubrique. Et puis après, bien sûr, vous pouvez vous renseigner par ailleurs et croiser les sources, et toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, en se méfiant des informations des forums qui peuvent ne pas être fiables. Un point important aussi, n'oubliez pas que quand vous êtes actionnaire, vous avez des droits, et notamment le droit de voter en assemblée générale. Donc n'hésitez pas à voter lors des assemblées générales. Et puis, pour rester en contact avec nous, donc je vous ai présenté en introduction tout ce que l'on faisait pour vous, et notamment tout ce que l'on fait sur Internet. Je vous ai parlé de la page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner, mais nous avons aussi une newsletter qui paraît tous les 2 mois, la lettre épargne info service, qui vous est dédiée, vous, actionnaires individuels épargnants. Donc sur notre site, vous pourrez voir qu'il y a un certain nombre de sujets auxquels vous pouvez vous abonner, notamment des flux RSS, et vous verrez dans les flux RSS, vous avez l'espace épargnant, et si vous vous abonnez à ce flux, vous serez abonné également à notre newsletter. Donc là, vous avez à l'écran l'exemple de la newsletter numéro 1, celle du mois de mai. Nous avons déjà eu le numéro 2, le numéro 3 et bientôt donc le numéro 4. À chaque fois dans cette lettre, vous avez une rubrique Quoi de neuf, donc avec nos nouveaux articles ou contenus qui peuvent être par exemple des vidéos également. Une rubrique à savoir qui fait le zoom sur un ou 2 points clés. Vous retrouvez aussi toujours la boîte à outils avec par exemple des guides. Vous retrouvez également nos mises au garde, car malheureusement il y a parfois des gens peu scrupuleux, voire des arnaques ou des escroqueries. Donc régulièrement on publie des listes noires ou des mises en garde à l'encontre d'un acteur. Donc vous les retrouverez toujours dans cette newsletter. Et quand on organise des événements comme ce soir, vous retrouvez aussi les rendez-vous à travers cette newsletter, et puis également bien sûr les moyens de contact. Donc si vous avez la moindre interrogation ou encore une question, une réclamation, un signalement, vous pouvez nous contacter par téléphone ou par formulaire. Donc ce qu'on vous propose maintenant, c'est de répondre à vos questions. Donc on a déjà reçu en amont un certain nombre de questions. Vous vous êtes peut-être rendu compte que dans notre présentation, on répondait déjà à certaines d'entre elles, c'était prévu. On a fait parfois des zooms pour répondre un peu plus en détail à ces questions. Et donc on a sélectionné un certain nombre de questions et on va y répondre. Donc on passe à la première question. Alors, peut-on connaître le taux de service avant les premières cotations ? Si je comprends bien la question, la société va communiquer en amont de sa première cotation sur les résultats de son book, des souscriptions. Et donc c'est juste avant l'entrée en bourse, l'émission des titres, que vous allez avoir les résultats finalement de l'offre. En amont de cette publication officielle de la société, il n'y aura pas d'informations validées par la société qui vous permettent de savoir où en est la construction du livre d'ordre ou la souscription. Alors, je vais répondre à cette deuxième question. Avec quel montant un smicard, 1100 € peut-il débuter en bourse? Alors, je ne vais pas forcément vous donner un montant exact parce que franchement, il n'y a jamais une seule réponse. Alors, c'est vrai que c'est un niveau de revenu qui n'est pas forcément très élevé, mais après, il n'y a pas que les revenus qui rentrent en ligne de compte. Il y a aussi vos charges. Tout le monde n'a pas forcément les mêmes charges. Et du coup, en fonction de vos revenus et de vos charges, il y a une capacité d'épargne qui peut être différente. Tout dépend aussi du montant de l'épargne qui est déjà constitué. Comme j'ai dit tout à l'heure, de toute façon, la règle clé, c'est déjà d'avoir une épargne de précaution suffisante. Et si, une fois que vous avez cette épargne de précaution suffisante, vous pouvez épargner, à ce moment-là, vous pouvez vous tourner vers l'investissement en bourse. Il faut aussi avoir en tête que l'investissement en bourse, c'est avant tout un investissement de long terme. Donc, vous soyez prêt à garder cet argent sur plusieurs années et en général sur une période souvent d'au moins 10 ans. Et ensuite, pour investir en bourse, il faut, comme je vous l'ai dit, aussi pouvoir diversifier. Donc c'est vrai qu'il faut pouvoir déjà mettre un minimum d'argent, mais vous pouvez aussi le faire de façon régulière, petit à petit. Et si les montants que vous avez ne sont pas suffisants pour investir en direct, parce que le prix d'une action, des fois, ça peut être assez élevé, et puis parce que quand on investit en direct, il faut prendre plusieurs actions pour diversifier, donc tout de suite, ça peut faire une grande somme. Vous pouvez déjà commencer avec l'investissement à travers des fonds en actions.
Alors, là, une question maintenant, oui, sur les introductions en bourse des actions éligibles au PEA-PME. Bien sûr, si l'action qui s'introduit, enfin si la société qui s'introduit en bourse répond aux critères d'éligibilité du PEA-PME, qui s'appelle maintenant même PEA-PME ETI, bien sûr, vous pouvez les loger non seulement dans un compte titre, mais aussi dans un PEA. Donc un petit rappel aussi sur les critères d'éligibilité. Pour être éligible au PEA-PME ETI, je regarde aussi les notes pour ne pas me tromper sur les critères. La société doit avoir moins de 5000 salariés. Elle doit être basée en France ou bien dans l'Union européenne ou encore dans l'espace économique européen et avoir un chiffre d'affaires qui est inférieur à 1,5 milliard d'euros ou bien un total de bilan inférieur à 2 milliards d'euros. Et quand elle est cotée, sa capitalisation, parce que vous pouvez également mettre des actions non cotées dans ce PEA PME ETI, sa capitalisation doit être inférieure à 1 milliard d'euros. Donc bien sûr, lors d'une introduction en bourse, vous pouvez mettre ces nouvelles actions dans un PEA PME ETI. Alors, nous allons regarder pour avoir effectivement d'autres questions qui ne sont pas forcément affichées à l'écran. Je crois qu'il y avait une question notamment sur le nombre de valeurs optimales à conserver sur un PEA. Donc là aussi une question par rapport au PEA. Je ne vais pas vous donner là non plus un nombre précis. Par contre, il y a 2 points clés. Il ne faut pas avoir non plus forcément trop d'actions. D'abord parce que, comme on vous l'a dit, il faut suivre les actions. Donc si vous en avez beaucoup, vous allez devoir suivre la vie de plusieurs sociétés. Et ça, on sait que ça prend du temps pour bien le faire. Et puis, comme je vous ai dit, de faire attention également aux frais. Si vous avez beaucoup d'actions, vous risquez d'avoir des frais par ligne qui peuvent être un petit peu importants. Après, il ne faut pas non plus détenir qu'une ou 2 actions, puisque comme je vous l'ai dit, c'est important de diversifier, donc d'avoir plusieurs actions de secteurs et de zones géographiques différentes. Donc, n'hésitez pas à en avoir un certain nombre sans que ce soit un nombre trop important. Alors, l'AMF a-t-elle une méthodologie pour le business plan dans le cadre d'une introduction en bourse et qui contrôle les chiffres? Comme vous l'a dit Florence, la mission de l'AMF dans la revue des documents d'introduction vise à s'assurer de la compréhensibilité des informations, de leur cohérence notamment. En revanche, tout ce qui va être garanti sur les chiffres, les comptes, les données financières ne fait pas partie de nos diligences. Elles sont en revanche revues par les commissaires aux comptes et font l'objet de travaux spécifiques. Tout ce qui va être information donnée dans le prospectus est par ailleurs endossé par le responsable du prospectus. Une attestation d'endossement de ces informations est présentée au sein du prospectus et garantit le fait que les informations données sont sincères et correspondent à la réalité. Les particuliers ont-ils intérêt à souscrire dès le début de l'opération? Encore une fois, alors si on se limite à l'opération en tant qu'introduction, construction du livre, nous ne sommes pas en position de vous conseiller le moment où investir ni la valeur sur laquelle investir. Si vous choisissez d'aller à l'introduction, de souscrire, gardez en tête qu'effectivement les ordres passés en bourse sont révocables jusqu'à la clôture. Donc si vous changez d'avis et que vous êtes bien passé par ce mode de souscription, vous pouvez jusqu'à la clôture de l'offre. Alors, est-ce que ce mode d'introduction s'applique à toutes les places européennes? La documentation qui est produite dans le cadre de l'introduction en bourse répond au règlement européen prospectus qui s'applique à toute l'Europe. Donc, en termes de texte réglementaire, nous avons effectivement les mêmes textes pour revoir la documentation qui nous est soumise. Ensuite, les spécificités sur la place de Paris vont notamment être liées aux obligations et aux contraintes légales imposées par la loi française qui, là, ne seront pas les mêmes en fonction des pays et des autorités en conséquence. Alors, je pense qu'on a fait le tour des... Alors ça, c'était effectivement les questions qui nous étaient posées en amont. On peut prendre encore quelques minutes pour répondre aux autres questions.
Je vois notamment qu'il y a une question sur peut-on consulter l'analyse des frais des intermédiaires financiers faite par l'AMF. Alors, nous, on ne va pas vous indiquer les frais intermédiaire par intermédiaire. Alors, je vois que je ne suis plus à l'écran. Est-ce que la caméra pourrait se mettre sur moi? Voilà, c'est peut-être mieux si vous me voyez. Donc, comme je l'ai dit, effectivement, on analyse chaque année les frais. On publie en fait notre analyse dans une autre lettre que nous avons, qui est une lettre à destination du public au sens large, pas uniquement les épargnants, qui s'appelle la lettre de l'Observatoire de l'épargne. Donc vous trouverez là aussi sur notre site et l'abonnement est au même endroit. Et vous pouvez trouver cette lettre également, tout comme l'autre d'ailleurs, dans une rubrique qui s'appelle Publication. Donc je vous ai parlé d'espace épargnant, il y a une rubrique Publication. Donc chaque année on communique sur les frais. Par contre on ne va pas nommer les différents établissements, mais on va notamment faire des comparaisons entre par exemple les banques à réseau, les banques en ligne, et surtout vous aurez une moyenne et une fourchette, donc ça vous permettra d'avoir une idée et de voir si les quelques intermédiaires que vous avez retenus se situent bien ou moins bien dans cette fourchette. Donc voilà, ça vous donnera une indication. Je vois également qu'il y a des questions par rapport aux slides ou au fait de revoir la conférence en replay. Donc l'AMF a également une chaîne YouTube et nous mettrons à disposition la vidéo en milieu de semaine prochaine ou plus tard fin de semaine prochaine sur la chaîne YouTube de l'AMF, donc vous pourrez la regarder à nouveau. Alors est-ce qu'il y a quelques autres questions peut-être où on peut répondre? On regarde les listes des questions. Alors on peut partir sur comment connaître les différentes introductions en bourse. Ça rejoint une information effectivement qu'on peut vous rappeler. Tout ce qui est documentation visée par l'AMF ou enregistrée, donc en particulier les documents de base des futures opérations, sont disponibles sur le site internet de l'AMF dans une rubrique dédiée. Donc vous avez ce moyen-là. Par ailleurs, comme le disait Florence, les sources sont relativement nombreuses et les introductions en bourse font souvent l'objet de campagnes de publicité, notamment des futures sociétés qui vont s'introduire. Donc c'est également un moyen que vous aurez pour être alerté des introductions. Peut-être, je vois qu'il y a une question aussi sur la personne responsable du prospectus et le PDG de l'entreprise ou un tiers. Alors je crois que ce n'est pas forcément le PDG de l'entreprise, mais dans le prospectus, vous trouverez le nom du responsable, en tout cas de l'information donnée dans le prospectus. Sachant que cette personne, je me permets de compléter, est un responsable légal de la société, donc ça ne peut pas être n'importe qui dans la société. C'est en général effectivement le... Non, ça n'est jamais un tiers, ça c'est sûr. Ça peut être le PDG ou le directeur général. Alors, je vois qu'il y a une question là qui vient d'apparaître à laquelle, alors je vois les deux dernières questions auxquelles je vais répondre. Donc il nous dit merci, très bien fait. Ben, je vous en remercie. Est-ce qu'on fait des conférences dans les universités? Ponctuellement, il nous arrive quand on se déplace en province à la rencontre d'actionnaires individuels, soit d'inviter des étudiants à ces conférences, soit de faire des conférences dans les universités, mais ça va être 2-3 fois par an maximum. Voilà, on n'a pas non plus les équipes suffisantes pour pouvoir faire le tour des universités. Donc c'est vraiment plus ponctuel et on souhaite développer ce format à distance qui permet du coup de communiquer à un moment unique auprès de davantage de personnes. On nous demande aussi si... alors il y a une question sur l'arrivée de la société de Giraud, donc je n'ai pas d'informations spécifiques et je ne suis pas forcément en plus habilitée à vous répondre là-dessus. Est-ce qu'en tout cas cet établissement bancaire doit être agréé par l'AMF? Il y a plusieurs situations en tout cas en France. Soit une société, donc les grands établissements bancaires par exemple, oui bien sûr, ils doivent avoir un agrément pour vous proposer ce qu'on appelle des services d'investissement et donc ils ont un statut de prestataire de services d'investissement pour vous proposer les produits régulés par l'AMF. Ensuite, il y a d'autres statuts, il y a des sociétés qui peuvent agir en libre établissement ou aussi en libre prestation de services. Donc vous pouvez avoir des sociétés, notamment sur Internet, qui vont être basées dans un autre pays, qui vont être agréées par un autre régulateur de l'Union européenne et qui vont bénéficier d'un passeport. Donc nous, on va juste leur donner le passeport avec une autre autorité de contrôle qui est la CPR. Et donc elles pourront proposer aussi leurs services en France.
Donc, je ne connais pas spécifiquement le cas de Giraud, donc soit il aura une succursale en France et il sera agréé par l'AMF, soit il est agréé dans un autre pays et il interviendra en libre prestation de service. Je sais pas si on a encore 2-3 minutes. Si tu vois une dernière question à laquelle répondre. Alors je vais en prendre une qui va être assez rapide. Les introductions programmées. Donc je vous en ai mentionné une effectivement sur les secteurs des bibliothèques qui était un peu à l'honneur ce soir. Je vous encourage à aller voir tout ce qui va pouvoir effectivement avoir été publié récemment sur notre site en termes de documents de base. Mais pour tout ce qui va être introduction programmée, les informations disponibles dans le marché vont être relayées par les acteurs habituels. Donc vous verrez dans la presse, il y a eu pas mal d'articles récemment sur des introductions à venir incessamment sous peu. Pour retrouver leur documentation, encore une fois, je vous renvoie vers notre site internet. Eh bien, écoutez, je crois que le temps imparti est écoulé. Écoutez, merci de votre attention et d'avoir suivi cette web conférence. N'hésitez pas à aller voir régulièrement sur notre site les événements qu'on organise. On en fera une, je pense, début 2018. Eh bien, nous vous souhaitons une très bonne soirée et à bientôt peut-être. Merci.